Salut, c'est Kourou. Alors je me suis dit que j'allais m'essayer à de la critique en face à face, comme ça, pour parler de films en l'occurrence, mais ça se trouve je vais parler d'autres trucs ensuite, hein. Bon, peut-être pas de jeux vidéo. On va voir si ça fonctionne avec le vent et avec les voitures au loin. Si ça s'entend trop, de toute façon ça ne sortira pas. Je pensais parler de Shin Kamen Rider aujourd'hui, donc un film réalisé par Hideaki Anno, sorti en 2023. Il est arrivé fin juillet, il me semble, hein, chez nous, donc sur Amazon Prime Vidéo, il doit toujours y être. Et donc c'est une espèce de réinterprétation, reboot de la toute première série, même des 13 premiers épisodes en fait de Kamen Rider, donc la série de 71, qui mettait en scène Takeshi Hongo, qui combattait Shocker, et ses cyborgs renommés Hog pour augmenter. C'est une espèce de remise au goût du jour, tout en gardant un aspect quand même très vieillot dans la manière de faire, mais qui relève de l'hommage, hein, et en l'occurrence je trouve ça assez réussi. De toute façon je vais essayer de revenir sur plusieurs points qui m'ont intéressé, ou en tout cas que je trouve pertinent d'avancer dans cette vidéo. Alors, premièrement, je trouve que Hideaki Anno et le tokusatsu, super-héroïque notamment, donc bon là je pense surtout à Kamen Rider et à Sentai, parce que je n'ai pas vu Ultraman ou Godzilla, j'ai vu que le premier film, donc c'est compliqué à dire. J'ai même pas vu... si, j'ai vu Final Wars, mais j'ai pas vu Shin Kamen Rider... Shin Godzilla, du coup. Et Anno et Kamen Rider font très bon ménage, enfin plus ou moins étonnamment, parce que quand on regardait Evangelion, on sentait quand même que tout ce qui était espace complètement vide, avec des plans fixes et souvent assez longs, qui écrasaient les personnages, c'était déjà quelque chose qu'on retrouvait régulièrement. Donc qu'il soit aussi dans Kamen Rider, eh ben, c'est plutôt bienvenu, parce que déjà dans le tokusatsu à l'origine, et donc dans la première série Kamen Rider, on avait ces plans fixes sur des personnages qui étaient dans des environnements qui étaient quasiment vides. Les figurants qui devaient faire la foule ou quoi, bah, ça se faisait pas souvent dans le tokusatsu. Je sais pas si c'était une question de budget ou juste de manière de faire. Ça donnait quand même un espèce d'univers alternatif qui était très souvent complètement vide et qui était assez fascinant, si on prenait la peine de se faire la remarque. Et du coup, Anno arrive à saisir ce genre de moments pour se les approprier, parce que ça a très souvent été dans sa filmographie, du peu que je les connais, c'est-à-dire Évangélien. Les plans longs, ça marche bien, et qu'ils soient fixes comme ça, avec du coup, comme je le disais, les décors qui absorbent les personnages, ça fait quelque chose de... Pas de contemplatif, faut pas déconner non plus, mais en tout cas, de poser, au moins. De poser et de seul. Il y a un sentiment de solitude assez poignant dans le film. Et ça colle bien, là aussi, à Kamen Rider, particulièrement à cette première série Kamen Rider, qui mettait quand même en scène un personnage qui luttait contre lui-même et contre le fait qu'il ait été transformé par Shocker en cyborg. Et donc il combatte l'entité qui lui a donné vie. Donné vie sous cette forme, du coup. A noter d'ailleurs que, alors même si on voyait quasiment pas Takeshi Hongo avant qu'il devienne Kamen Rider, avant qu'il devienne un cyborg, là, c'est vraiment, on ne le voit pas une seconde avant qu'il soit Kamen Rider. L'ouverture du film, c'est Takeshi Hongo, déjà en Kamen Rider, qui fuit avec le Leco, du coup, poursuivi par des membres de Shocker et par, Spider-Man, Spider-Hog, araignée Hog. Donc cette solitude, elle fonctionne bien. Je pense à un moment en particulier où il y a Lolico, du coup, qui parle à une personne dans un casque, et qui dure très longtemps. Et alors là, on retrouve complètement Hideaki Anno, bien sûr. Mais même dans ce qu'il a fait de Shocker, par exemple, je trouve que c'est assez particulier. Alors, je reviendrai sur les designs plus tard, mais juste pour parler de leur motivation, par exemple, le but c'est de rendre tout le monde heureux, mais puisque c'est une commande qui a été donnée à une intelligence artificielle, cette intelligence artificielle n'a pas bien compris l'ordre, et du coup ça va devenir les gens ne doivent plus être malheureux. Et donc, quelle meilleure manière de ne les rendre pas malheureux que d'effacer tous leurs sentiments et d'en faire des cyborgs, quoi. C'est un truc déjà vu, c'est pas très original, et puis surtout je trouve que la manière dont sont représentés les cyborgs en fait ne sont pas du tout dans cette image de ils n'ont plus de sentiments, ou ils ne sont plus malheureux, parce qu'ils jouent beaucoup trop dans cette idée de démesure en fait, qui colle bien à un tokusatsu, mais qui colle moins à ce qu'a fait Hideaki Anno de Shocker. Pour équilibrer, enfin je sais pas si c'est équilibre, mais en tout cas bon, c'est un point positif, selon moi. Les designs des cyborgs qui sont, qui sont toujours très humains, hein, c'est toujours anthropomorphe, et parce que c'est toujours quelqu'un dans un costume, et donc en cela, l'héritage Tokusatsu n'est pas du tout trahi, hein. On retrouve ce savoir-faire avec des effets réels, on retrouve de la maquette aussi, et
on retrouve des CGI, mais ça, j'y reviens plus tard. Donc les designs sont franchement chouettes pour la plupart. Bon, alors je pense que le premier, c'est vraiment le meilleur, donc Spider-Man. Je vais l'appeler Spider-Man parce que c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de l'appeler pour la série, hein, mais bien sûr c'est Araignée Hog. Voilà. Bon, alors déjà son casque est super chouette. Ses bras qui peuvent sortir de sa veste, enfin, c'est chelou, mais ça rend assez bien aussi. Et puis tout le truc où il descend du barrage en glissant contre la paroi, ça marche très bien. Il y a une prestance que malheureusement on ne retrouve pas beaucoup chez les autres. Il y a Batman évidemment, donc chauve-souris Hog, qui manque d'un truc, même si il fonctionne pas mal, il s'intègre bien au film, mais on retrouve pas cette espèce de charisme un peu dérangeant que pouvait avoir Spider-Man. Et malheureusement, c'est la même chose pour la guêpe, pour Scorpion Man, qui n'est plus Man, mais Scorpion Hog, et qui est devenue une femme qui passe 5 minutes dans le film, et puis même pas 2 minutes, voilà. Donc là-dessus, c'est assez décevant. On en vient à un point qui est sans doute le plus gros point faible du film, c'est qu'il est complètement victime de son rythme. La faute à deux choses. J'ai fait un, mais c'est parce que je tenais mon stylo. Premièrement, on retrouve un format épisodique parce qu'il essaie de caler les cyborgs, en fait. Il essaie de faire un combat. Et le premier, c'est sympa, le deuxième, c'est sympa, mais au fil du temps, en fait, on commence très bien à se dire, bon bah ok, alors là on passe au suivant, encore combien il va falloir avant qu'on enchaîne. Et du coup, on compte plus qu'on ne se concentre sur ce que le film nous montre. Et ça, c'est pas compliqué. Et le deuxième point, c'est que le film parle beaucoup trop, et surtout pour raconter de la merde. Enfin, dans le sens où il y a toute une histoire de famille qui n'a aucun intérêt, en fait. C'est complètement téléphoné, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a vu déjà plein de fois. Ça n'amène pas de scène spécialement intéressante, mis à part celle avec Jolico, du coup, qui parle dans un casque, machin, je sais plus quoi, qui, bon, en l'occurrence, est plutôt chouette. Mais jamais il y a un moment qui me fait dire « Ah oui, je vois pourquoi ils ont rajouté cette histoire de famille qui n'était pas du tout dans la série originale. » Alors, je ne suis pas en train de dire que du coup c'est un défaut parce que ce n'était pas dans l'original et que ça fait différemment. C'est pas ça mon point. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que ça ajoute là, c'est en fait, c'est un poids pour la série et pour le film, du coup. Cette histoire qu'on ajoute de frères et de sœurs, je m'en fous. C'est pas bien écrit et ça charge le film d'une espèce de récit ultra bateau dont on n'avait pas besoin, en fait. Et j'aurais tellement préféré que le film s'en tienne à son parti pris plus ou moins de base, qui est en tout cas qu'on peut représenter par Takeshi Hongo, qui tient son casque et qui regarde, donc qui est en face d'un plan d'eau, un étang, un truc comme ça, et qui regarde son casque comme ça, et on enchaîne avec vue subjective, plan large sur le décor, avec lui qui est complètement écrasé et qui est dépassé par les événements et par son monde, en fait. En fait, quitte à passer dans quelque chose de complètement contemplatif, moi j'aurais été chaud. Je sais pas si ça aurait voulu dire sucrer les combats, mais bon. Et j'ai évoqué la vue subjective et les combats, c'est parfait, parce que le montage, et du coup la mise en scène, ou en tout cas les plans de caméra, sont plutôt intéressants. C'est un truc que j'ai plutôt apprécié. On retrouve très généralement, alors ça je sais pas s'il a l'habitude de le faire dans ses live action, mais il a l'habitude de le faire en animé, et du coup ça se voit, il y a beaucoup de plans qui font très animé, et donc il y a beaucoup de vues subjectives, il y a beaucoup de fish eye aussi, donc c'est-à-dire me semble-t-il que c'est de la courte focale, et ça marche bien, c'est plutôt enthousiasmant comme manière de montrer, parce que, bon, évidemment, on retrouve l'idée on se retrouve dans la tête de Hongo Takeshi, mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il parle très peu, on se retrouve avec rien. On n'a pas de matière à tirer, on peut que s'interroger sur ses propres interrogations, sur ce qu'il peut se demander de ce qu'il est aujourd'hui. Ce vide qu'on nous met devant nos yeux, qu'on nous fait incarner, c'est celui de la tête de Takeshi Hongo. Donc ça marche bien. Donc voilà, alors peut-être pas la profusion, mais en tout cas la quantité remarquable de ce genre de plan est assez appréciable. Ça tombe jamais dans le gimmick, en fait. Il y a toujours un moyen ça rend très bien, en fait. Donc, quand ce sont des plans qui prennent leur temps, ça marche bien. Mais, il y a aussi des plans, notamment dans des scènes d'action, je peux penser au tout début, quand il tape ses premiers sbires, où c'est un montage ultra frénétique,
et où vraiment le gars il tape, il explose la tête du gars qui part en gerbe de sang. Tu te dis ah d'accord, j'avais oublié que c'était aussi gore dans. C'est pas spécialement gore hein, parce qu'on voit pas de trucs absolument dégueux, mais c'est quand même ça montre une certaine violence quoi. Voilà. Et donc le montage est frénétique. Est-ce que c'est un problème? Non, parce que alors la course poursuite au début avec les camions, elle est un peu étrange hein, quand même. C'est une drôle d'entrée en matière. Mais par contre, dès que ça commence à se bastonner, en fait, on voit que c'est que c'est juste parce qu'il est confus en fait et que on ne veut pas montrer à quoi ressemble le Kamen Rider jusque-là pour l'iconiser évidemment quand il devra sauver Roriko des 8 pattes de Spider-Man quelques secondes plus tard. Pourtant, il y a un truc qui m'a dérangé avec les combats, mais c'est pas le montage frénétique, c'est plusieurs scènes. Alors, il y a une scène à laquelle je pense, il y a deux scènes à laquelle je pense en particulier. La première, c'est un certain combat sur un toit d'un immeuble, et le deuxième combat, c'est un combat dans un tunnel, que je trouve assez laid. La faute aux effets numériques. Alors les effets numériques dans le tokusatsu, c'est un sujet qui revient pas mal sur la table depuis les années 2000, parce que le tokusatsu à l'origine, donc tokusatsu qui veut dire effets spéciaux hein, grossièrement, euh, qui désignait une certaine manière de concevoir l'effet spécial, donc à base de maquettes, de costumes en spandex, et des gens dans des costumes de robots ou de monstres. Avec les effets numériques, du coup, ça a quand même changé pas mal de choses, il y a d'autres trucs qui ont été ajoutés, et du coup, la question se posait de est-ce qu'on peut encore appeler ça du tokusatsu? Est-ce que le tokusatsu doit encore n'être que une histoire de maquettes et de costumes et d'effets pratiques? Et du coup, la question se pose. Bon, je sais pas si elle est pertinente à propos de Shin Kamen Rider, mais ce que je peux dire, c'est que bah, des fois, les effets numériques dans ce film, bah, ils sont pas beaux. Et c'est pas beau, genre, il se remarque, parce qu'il y a des fois où on remarque les effets spéciaux, et que je trouve très beau, bah, notamment le premier Rider Kick, du coup, mais il y a aussi tout un combat en espèce de mini plan séquence, enfin, en tout cas c'est un plan assez long, où ça se tape en sautant comme ça de trucs, c'est dans une espèce d'usine. Et ça marche très bien. On remarque que ce sont des effets spéciaux, parce que les mouvements ne sont pas vraiment réalistes, parce qu'il y a une espèce de texture très lisse qui s'en dégage. Et pourtant, ça marche très très bien. Justement, je trouve que ça donne une patte, une matière en fait visuelle qui est très. Je sais pas si c'est appréciable le mot, mais en tout cas qui nous fait ressentir quelque chose, quoi, qui me parle bien. Non, par contre, dès que c'est une question de lumière, avec les effets spéciaux, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas beau. Il y a tout donc le combat sur le toit, là, avec l'espèce de lumière rouge, je crois, ou orange, qui est absolument pas belle. Le combat, en plus, bon, il est pas nul. Il y a des trucs pas trop mal, mais c'est pas celui que je retiendrai. Et de toute façon, j'ai du mal à retenir beaucoup du film. Parce que, comme je le disais, le format épisodique, ça aide pas, quoi. Et il y a plein de trucs, en fait, où tu te dis, bon bah oui, ça c'est fait, bon bah on passe au suivant. Et rien ne s'installe vraiment sur la longueur, si ce n'est la longueur, du coup. Je pense que c'est vraiment un film qui a des idées, ou du moins des images absolument saisissantes. Celle-ci étant très généralement celle où bah, Hideaki Anno et Kamen Rider se rencontrent, trouvent leurs points communs, et du coup les exploitent à deux. Sauf qu'il y a des fois où ça rajoute des trucs dont on n'a pas besoin, en fait. Et c'est surtout là que le film pêche. Donc, comme je le disais, alors, il me semble qu'il dure 2 heures le film. 1h30 aurait suffi. Mais c'est dur à dire, parce qu'on peut jamais vraiment dire. Enfin, on peut jamais deviner ce qu'aurait été un film. Est-ce qu'il aurait été vraiment mieux si on avait retiré tout ça? Parce que si on retire ça, et ben c'est plus le même film. Du coup, la question se pose. Mais, voilà, le sentiment que ça laisse, c'est qu'il y a des moments trop longs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les supprimer? Est-ce que ça veut dire qu'il faut les remplacer? Je ne sais pas. En tout cas, le constat est que bon bah là, il y a des moments qui nuisent en fait, hein, qui nuisent. Je ne vais pas dire l'expérience parce que j'aime pas le mot, mais en tout cas qui nuisent au visionnage, à l'ensemble, hein, tout simplement. Donc voilà, mon impression reste quand même globalement positive, hein. Je trouve que c'est enfin, je pense que c'est quelque chose que je peux vous recommander. Fait tomber mon stylo. Et le premier truc qui me fait dire que je vais vous le recommander, c'est que c'est clairement pas un film qui va essayer de brasser un grand public. C'est quand même un truc très précis qu'il essaye de faire. Donc voilà, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas le public réceptif à ça. Quoique, j'en sais rien. Moi, je sais que j'en ai pas mal parlé de mon côté, donc ça se trouve, bon, vous connaissez un petit peu grâce à moi, et du coup, bah, le fait est que mon public est un petit peu habitué. Mais, à voir.
à voir si c'est quelque chose qui peut vous parler sous cette forme. Donc là, c'est plus une série, c'est pas de 71, c'est un film de 2023 avec des codes qui appartiennent autant à 71 qu'à 2023, avec un réalisateur qui n'est pas du tout dans une démarche. Enfin, ça a beau être un film de super-héros, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire soit en Inde ou aux États-Unis ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a une manière de faire. Et de toute façon, c'est une manière d'imaginer le super-héros qui n'est pas nouvelle hein, au Japon, euh, qui est étonnante, je sais pas, mais en tout cas détonnante toujours, oui. Euh, D'autant que c'est un film d'Hideaki Anno, quoi. Voilà, ça reste quand même un truc assez intéressant à regarder. Ne serait-ce que pour ça, pour retrouver les thèmes qui lui sont chers, notamment la joie. Hein. Donc, ouais, un bilan positif, pas parfait, euh, avec même, enfin, positif, mais qui peut parfois pencher vers le moyen, voire le médiocre. C'est tout pour moi, et c'était déjà beaucoup trop long. J'espère que ce petit format vous a convaincu, voir si j'en fais d'autres par la suite. Sachant que, bon, bah, c'est la première fois que je m'essaye à de la facecam comme ça, vraiment, alors un peu improvisé, mais avec mes notes. Donc faut voir un petit peu ce que ça donne, au résultat. Au montage déjà, voir si j'arrive à rendre ça digeste. Et bien c'était Kourou, merci d'avoir suivi cette espèce de vlog de retour ou que sais-je. À une prochaine fois. Peut-être avec autant de soleil, moi j'aimerais bien. Et à plus.